Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. C'est une solution de financement largement utilisée par les créateurs d'entreprises. Le prêt bancaire permet de réaliser son projet, mais quelle est son importance pour le développement économique ? La promotion de l'excellence en milieu scolaire est une préoccupation du gouvernement. Des ministres ont reçu la première fille au bac de 2022. Les détails à suivre. Et puis avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement. Quel est le profil pour avoir? On en parle dans cette édition. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les institutions de microfinance s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de leurs cibles. Mais les prêts bancaires ont-ils une incidence sur le développement économique du pays? À cette question, Gilus Setonji et Alexandre Djotan essaient une réponse. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques.
Laurence Evania Gbaye, eh bien, ainsi se prénomme la première fille au bac 2022. Elle a obtenu cet examen avec une moyenne de 18,22. Ses performances ont été saluées par 3 ministres du gouvernement. Objectif, mettre en avant la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Suivons plutôt. Précieuse telle l'or, Laurence Evania Gbaye, une identité à inscrire en lettres d'or au tableau des records du baccalauréat. Elle est la première des filles au bac 2022. 18,22 sur 20 est la moyenne qu'elle a obtenue. Le gouvernement se sent dévoué auprès d'une telle Amazone qui s'est bien guerroyée dans la zone des études. Un symbole pour les autres filles, assure la ministre chargée des Affaires sociales. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également. Une référence en matière de notes obtenues, sur le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Vous avez eu en anglais 19 sur 20, en français 16 sur 20, en histoire et géographie 19 sur 20, en mathématiques 18 sur 20, en philosophie 17 sur 20, en physique, chimie et technologie 20 sur 20. En sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Total des épreuves écrites, vous avez une moyenne de 18,57 sur 20. En éducation physique et sportive, là vous avez eu 11, et ce qui vous donne au total 18,22. Une icône de la série scientifique C qui devra poursuivre ses études dans une école supérieure d'élite, rassure la ministre dirigeant l'enseignement supérieur. C'est pas facile de pouvoir intégrer ces écoles d'élite. Pour ces gens de sommité, nous avons les bourses d'excellence. J'ai fait le bac C moi-même. Mais là, ma chère fille, non, bravo. Émue jusqu'au bord de l'évanouissement, Evania Laurence Gbaye murmure avoir travaillé en toute confiance, espérant s'inscrire en télécommunication pour, sans se servir de phare et en témoin au visage, servir de phare et de projecteur aux autres filles. Et pour réussir ainsi à l'école et même dans la vie professionnelle, certaines personnes font recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ces personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Mais comment devient-on coach? Explication. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi, c'est quoi les expériences qu'il a capitalisées. Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, eh bien, la réserve Nzi, relativement méconnue, tente de rétablir la faune naturelle de la région après des décennies de déforestation massive. En 22 ans, la fondation Nzi River a réussi le pari fou de faire renaître un écosystème sauvage menacé de disparition et mieux, de le faire découvrir à des visiteurs en organisant des safaris. Suivons cet élément de nos confrères de France 24.
7 h du matin dans la réserve Nzi à 400 km d'Abidjan. À chaque départ de safari, le visage de Daouda est fermé. Depuis 22 ans, toujours la même inquiétude, que les visiteurs ne puissent pas découvrir les animaux du parc. C'est comme à la chasse, quoi. C'est pas tous les jours qu'on sort gagnant. Mais rapidement... Regarde là, droite là-bas. Coq de buffon, c'est un mâle. Les femelles n'ont pas de corps. Une espèce d'antilope disparue du paysage ivoirien qui se laisse approcher en famille. Là, elles sont en meute. Hein. Elles sont bien... Il y en a là, il y en a devant encore. On peut rencontrer le coq de Fassa, le buffle, même par ici, souvent les singes, le pata surtout. Franco-ivoirienne installée à Abidjan, Inès voit ces animaux pour la première fois en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas qu'on avait ce genre de réserve, de trésor naturel qu'on n'exploite pas du tout. Quand on parle de Côte d'Ivoire, les gens pensent directement aux choses les plus populaires, le cacao, la noix de cajou. Et en fait, non, on a aussi des choses comme ça, waouh, qui sont juste époustouflantes. Si l'existence d'un safari a de quoi surprendre en Côte d'Ivoire, c'est en raison de la déforestation massive qui a touché le pays. 90% des forêts ivoiriennes ont disparu ces 60 dernières années et avec elles l'essentiel de la faune. À l'origine de ce projet de conservation, un chef d'entreprise franco-ivoirien qui a construit cet hôtel inspiré des complexes touristiques sud-africains. Sa conviction que c'est grâce au tourisme animalier que la conservation animale pourra trouver des financements. L'Afrique du Sud a 2 millions de touristes par an pour le tourisme animalier. On le voit en Tanzanie, un peu partout, tout le monde le fait. Alors pourquoi pas en Afrique de l'Ouest? Lors de la création du parc à la fin des années 90, les animaux avaient déserté la forêt de la rivière Nzi. Après 22 ans de conservation, la faune revient progressivement, mais la diversité animale est loin d'être entièrement rétablie. À l'image d'une espèce menacée d'extinction, hier omniprésente en Côte d'Ivoire. À 13 ans, l'éléphant Ahmed vit ici en semi-liberté dans un espace de 20 hectares. Ahmed, c'est comment ça va? Après une période plus mouvementée. Il a été en cavale pendant plus de 1 an. Il s'est retrouvé dans les villages aux environs et en train de gâter les champs. Et on l'a recapturé pour l'envoyer ici dans sa zone. Pour qu'on puisse le protéger, lui permettre d'avoir de la descendance. La disparition des pachydermes en Côte d'Ivoire alarme la communauté scientifique depuis des décennies. Il y a 40 ans, 3000 éléphants étaient sur le territoire. Ils sont environ 200 aujourd'hui. C'est comment ça va? Daouda a connu l'époque où l'on pouvait en croiser à l'état naturel. La population a beaucoup baissé par rapport aux années 60, 70 et quelques. Maintenant, on les voit rarement. Et surtout, celui-là, c'est un forest, il n'est pas de savane. Le parc permet d'empêcher les conflits entre les hommes et les animaux. Mais l'éloignement des habitations ne suffit pas à les protéger. Aujourd'hui, le braconnage reste sans doute la première menace sur les bêtes de la réserve Nzi et l'ennemi principal des gardes chargés de surveiller la zone qui ne sortent jamais sans leur fusil. En parlant avec des braconniers, on ne sait jamais. Celui, on le voit, qu'il essaye d'agir. Si Dieu nous a aidés, comme ça, moi aussi, voilà, je me défends avec. En période sèche, la forêt devient praticable et les incursions des braconniers nombreuses. Des fois, quand on se lève, on prend la voie, on voit les traces des gens. Nous, on a notre chaussure qu'on connaît entre nous. Si on voit des chaussures différentes, c'est que ça montre qu'il y a un chasseur. Ou des fois aussi, on attend un coup de fusil et comme ça, on rentre derrière eux. Recrutés parmi les habitants des villages voisins, les gardes sont souvent eux-mêmes d'anciens chasseurs. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine à se relayer pour surveiller les 41 000 hectares de la réserve jour et nuit. Le terrain était vraiment compliqué avant. Pour voir un animal ici, il faut taper des mois. Il y avait plein de chasseurs, il y avait plein de charbonniers, les bouviers. Si les éleveurs de bœufs et les charbonniers en quête de bois de chauffe ont bien cessé d'entrer dans la réserve, ce sont désormais les chercheurs d'or qui viennent en polluer les eaux. Ce soir-là, 4 personnes sont appréhendées sur un site d'orpaillage. Louis Diakité vient à leur rencontre. Et combien ils vous payent? 50 000 par mois pour venir creuser. Et c'est vous qui vous transformez aussi en braconnier? Non. Ce sont des chasseurs qui viennent là-bas souvent. Ces jeunes gens ont été arrêtés par des soldats de l'office ivoirien des parcs et réserves, présents ponctuellement sur place. C'est de pire en pire. Là, on a vu ces dernières années vraiment une croissance, je dirais, de l'orpaillage illicite. Okay, ça c'est voilà. Alors on était déjà avec les braconniers, on avait fort à faire.
Mais maintenant, avec les orpailleurs, c'est encore pire. Les menaces sur l'environnement sont énormes. 70% de nos dépenses, c'est pour la protection, pour l'environnement. Pour faire face à ces menaces, une barrière électrifiée de 100 km sera construite autour de la réserve. La défense de la faune en Côte d'Ivoire est une bataille loin d'être terminée. Et c'est sur cette note que prend fin cette édition, à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt pour le journal du soir.